Dans cette vidéo, nous allons explorer le sujet de l'expérience client pour les courses automobiles. On va voir comment on peut utiliser Snowflake pour offrir la meilleure expérience aux clients afin de les transformer en fans. On peut voir sur la droite le circuit de Spa-Francorchamps de ma Belgique natale. Offrir une offre vraiment personnalisée à chaque client nécessite d'avoir une bonne idée de qui ce client est et de toutes les interactions qu'on a eues avec ce client dans le passé. Est-ce qu'on n'offre pas des offres de camping à des clients corporate? Est-ce qu'on n'envoie pas des emails ou des SMS à des clients pour un événement à 300 km auquel ils ne pourront pas participer? C'est souvent ce manque de compréhension de la situation du client qui mène à des campagnes marketing qui ne sont pas pertinentes et qui ennuient les clients. Finalement, forcément, ça pousse les clients à participer moins aux événements et à être moins impliqués. Nous pensons que la cause de ces problèmes-là est le fait qu'on n'arrive pas à avoir une vue organisée de toutes les relations qu'on a eues avec un client. Ces différentes données, elles peuvent se trouver sur des sources web, des sources internes, des ERP et aussi des sources externes. Rassembler toute cette quantité de données dans un seul système devient de plus en plus difficile. La quantité de données et d'interactions de chaque client augmente de jour en jour avec les interactions web et online. Il y a de plus en plus de problématiques de gouvernance et de protection de la vie privée. On ne peut pas utiliser les données comme on le veut et des données de type cookies et web sont de plus en plus difficiles à récolter. Et finalement, les clients qui utilisent de plus en plus d'applications pour se connecter à différents canaux online et offline attendent la même expérience dans tous les canaux alors que le back-end derrière n'est pas toujours là pour leur servir la même expérience. Comment est-ce que Snowflake peut aider des organisations, comme par exemple des circuits automobiles, à offrir la meilleure expérience à leurs fans? Concrètement, nous permettons d'harmoniser votre donnée interne avec de la donnée que vous pouvez acquérir par Snowflake, par la marketplace. Ça vous permet d'offrir une expérience qui est vraiment unique pour chaque fan, ses intérêts et ses interactions dans le passé. Dans cette vidéo, on va calculer un lead score, qui est un score entre 0 et 1, qui montre l'intérêt d'un fan pour chaque événement à venir. Et enfin, on va calculer le meilleur médium, donc le meilleur canal pour contacter un fan. On va voir comment on peut aider l'équipe marketing à contacter les fans et à leur proposer les meilleures options les plus adaptées à leurs besoins. Illustrons l'utilisation de Snowflake pour ces cas d'usage marketing. Tout d'abord, Snowflake permet de rassembler différentes sources de données internes, que ce soit d'un CRM, que ce soit des données d'engagement sur les événements ou des données d'identité des clients. Ensuite, vous pouvez joindre des données de votre écosystème. Les différents advertisers, les différents partenaires retail peuvent échanger de la donnée au travers de Snowflake. Et finalement, ce qu'on va faire dans cette démonstration-ci, c'est acquérir de la donnée sur la marketplace. On va aller chercher des données démographiques qui sont proposées par Neustar sur la marketplace de Snowflake. Un exemple pour un modèle de scoring pour chaque lead serait de donner un score à chaque variable qui représente un fan. Dans ce cas-ci, à gauche, on voit qu'un fan entre 20 ans et 40 ans va gagner 20 points, alors qu'un fan très âgé de plus de 80 ans a peu de chances de venir à un événement, donc il va avoir un score négatif. Un fan qui a des revenus plus élevés va avoir un score plus élevé car il a plus de chances de venir participer à un événement. De même, un fan qui habite tout près d'un circuit automobile va avoir un score plus élevé qu'un fan qui habite très loin. Et finalement, on va traquer l'engagement dans le passé. Les gens qui ont ouvert des emails, qui ont répondu aux appels, vont avoir des scores plus élevés que les gens qui n'ont pas été actifs. Ensuite, on va calculer la prochaine action à prendre pour chaque fan. En fonction des différentes variables, on pourrait décider d'appeler un fan par téléphone, on pourrait décider de lui envoyer un SMS, on pourrait décider de le voir en personne, on pourrait décider de lui envoyer un email. Dans ce cas-ci, on va créer un modèle où on va discerner entre trois possibilités: ne rien faire, envoyer un email ou bien envoyer un coup de téléphone. L'architecture data qui va permettre la création de nos modèles est représentée ici. En bas à gauche, on va importer dans Snowflake des données qui viennent de systèmes de vente, des données de notre CRM et des données de sites web. En haut à gauche, on va ajouter à cela des données démographiques et d'identité qui viennent de Neustar qu'on acquiert par la marketplace. Tout ceci va être intégré dans un layer raw. D'abord, les données arrivent telles quelles et on les conserve telles quelles. Ensuite, on va
harmoniser ces données, utiliser des streams et tasks afin de mettre à jour les données quand elles arrivent dans Snowflake, et on va utiliser plusieurs procédures stockées et fonctions en Python afin de calculer le lead score et la meilleure action à prendre pour chaque client. Les différentes tables sont exposées dans un layer Analytics qui peut être lui récupéré directement dans Snowsight ou bien dans Tableau ou dans des applications qui sont utilisées par les métiers. Comment engager les fans? Nous allons commencer par voir toute la population de nos fans, voir combien de fans nous avons, comment on les contacte, comment on va les classer. Ensuite, on va essayer de comprendre les données first party, nos propres données, les caractéristiques de nos fans, comment on s'engage avec eux. Ensuite, on va venir enrichir ces données avec des données de la marketplace. Ensuite, on va créer un score de lead pour chaque client et une action recommandée. Et on va servir ces informations aux teams de sales et de marketing afin qu'ils craftent des campagnes marketing et qu'ils contactent les clients sur base de leur score. La première partie de la démo. On va commencer par comprendre nos fans. Voir les données first party que nous avons, voir les données de la marketplace et lancer quelques requêtes SQL pour évaluer quels fans ont été à quels événements avec les données enrichies. En tant que Data Engineer, nous allons utiliser le rôle CX Data Engineer et la warehouse CX Data Engineering Warehouse. Les données que nous allons utiliser sont dans plusieurs schémas dans la base de données Frostbite CX, le schéma Analytics, Harmonize, Neustar Raw et Raw. On va directement accéder aux tables dans le schéma Analytics, avec les tables CRM, les tables sur les lead scores, les tables de Master Data Management et de Next Best Action, qui ont été définies par nos data scientists. On va voir comment toutes ces tables ont été créées par la suite. On va aussi accéder à toutes sortes de vues sur nos interactions avec les clients au travers de phone calls, de campagnes, d'emails, aussi les participations aux events, les ventes de merchandising et les ventes de tickets. Et toutes ces vues se basent sur des tables qui sont au niveau Harmonized, qui représentent toutes les activités par jour de tous nos fans pour 111 milliards de lignes et 4,7 terabytes de données. Si on prend un aperçu de cette table-ci, on voit qu'on a la clé MDM Key qui est le code unique de chaque fan, qui est basé sur le nom, le prénom et le code du fan qu'on a anonymisé, la date de cet event, et ensuite toutes sortes de colonnes qui représentent ce qui s'est passé à cet event. Par exemple, quand il y a eu une vente, une activité dans le CRM, une activité sur le site web, une activité lors d'un event, tout ceci est représenté par des colonnes ici, dans cette table Key Daily Activities. Et c'est sur base de ces 111 milliards d'événements qu'on va réaliser toutes nos analyses. Donc, commençons par compter, par exemple, le nombre de fans que nous avons, le nombre de keys que nous avons qui sont uniques. On en a 15 404 885. Ensuite, si on ouvre ici, on peut compter le nombre de fans qui ont fait un achat d'un ticket pour aller voir un de nos événements. On voit ici en quelques secondes qu'on a 1 464 000 fans qui ont eu un ticket avec sold quantity plus grand que 0. Demain, on peut regarder le nombre de fans qui ont acheté des marchandises, du merchandising. On a 496 000 fans qui ont acheté des marchandises. Enfin, Snowflake vous permet de trouver l'intersection de ces deux sets. En disant la commande SQL intersect, on peut trouver le compte des fans qui ont acheté des admission tickets et aussi des marchandises. Donc, si on lance cette requête-ci, on peut voir qu'on a 76 000 fans qui ont acheté un ticket et des marchandises. Si on va voir les détails de cette requête, on voit ici l'intersection au join 23 des deux sources, les fans qui ont acheté des marchandises et les fans qui ont acheté des tickets. Et on voit qu'on va pousser ici les filtres qui vont sur nos tables raw. Donc au travers d'une vue, on va directement retourner jusqu'aux tables raw avec toutes les informations qui viennent du site web Fanatics, des ventes de tickets et des ventes de marchandises. L'étape suivante, on peut décrire les vues, notamment la vue Key Daily Activities qui se base sur les 111 milliards d'activités. Qu'est-ce qu'on a comme colonne? On a ici ces 75 colonnes
toutes sortes de flags qui vont indiquer si un client a fait quelque chose à une date particulière, et aussi des rolling sums qui montrent le nombre total d'activités qu'il y a eu jusque-là. Si on choisit le compte, on va avoir, comme je vous l'ai dit, plus de 210 milliards de lignes qui sont traquées dans cette vue. Maintenant, on peut faire des recherches sur cette vue. Ici, on va rechercher un code fan en particulier. Ça, c'est le code du fan. On va enlever les lignes qui sont vides, où il n'y a eu aucune activité, et on va enlever tout ce qui s'est passé avant 2020, afin d'aller chercher ces quelques colonnes, et en une vingtaine de secondes, on aura fait le tour de ces 110 milliards de lignes pour aller retrouver toutes les activités d'un seul fan. Donc ici, on peut voir, par exemple, le nombre de jours depuis le dernier achat de chaque fan. Si on va visualiser ça sur un graphe, ici, on peut prendre le nombre de jours des since last ticket par la date. Et on voit ici le nombre de jours qui croît à chaque fois depuis le dernier achat. Puis quand il fait un achat, ça passe à 0. Et voilà, on voit le nombre de jours qui va croître. Et chaque fois qu'il fait un achat, ça repasse à 0. De même, on peut voir une vue où on agrège les activités d'un fan. Cette vue-ci nous permet de compter le nombre de stades où le client est venu, voir tous les stades où il est venu, voir le nombre d'activités qu'il a eu avec nous. Il y a eu 604 jours où ce client a eu une activité avec nous. Sa valeur totale de 12 947 depuis qu'il est client chez nous, et le coût total qu'il a depuis qu'il est client chez nous de 375. On peut aussi voir quelques autres informations, par exemple les achats qu'il a fait online sur Fanatics, le nombre de tickets achetés par internet, par téléphone ou par box office. On voit que ce client utilise différentes channels pour venir acheter ses tickets, le montant total qu'il a payé, et toutes sortes d'autres statistiques sur nos relations avec ce client. Finalement, on peut voir notre relation marketing avec ce client, avec le nombre de campagnes email qui ont été envoyées et le nombre qui ont été ouvertes, le nombre de clics sur lesquels ça a amené, de même le nombre de visites du site web, le nombre de newsletters pour lesquels le client s'est enregistré. Ensuite, dans la vue suivante, nous utilisons des données qui viennent de Neustar. Depuis Snowflake, on va sur Marketplace et on peut rechercher toutes sortes de data products en fonction de leur catégorie. Si on va un petit peu plus bas, ici, dans Audience Segmentation, on peut trouver des informations sur l'audience et on peut trouver notamment Neustar qui propose plusieurs produits. Celui qu'on a utilisé ici est le Customer Identity File qui donne toutes sortes d'informations sur plus de 260 millions d'individus aux USA. Ça nous donne des informations démographiques sur le contenu des familles et leurs activités. Afin d'acquérir ce dataset, tout simple, vous lancez une requête par la Marketplace et vous envoyez une requête à Neustar qui sera répondue et ça vous permettra d'accéder au dataset tout de suite sans faire aucun ETL. Vous avez toujours le dataset qui est à jour. Dans ce cas-ci, si je retourne sur ma worksheet, j'ai déjà importé leur dataset dans Neustar Raw et j'ai déjà intégré ici, donc Neustar Demographics, j'ai déjà intégré leur dataset au travers d'une vue. Donc on va accéder à cette vue, un petit peu plus bas, ici. Lançons une requête pour le même client, pour aller voir des informations démographiques sur ce client. On voit que, ici, la clé le code client est joint aux informations de Neustar, et on voit l'âge groupe, on voit les revenus estimés, on voit le statut marital, on voit plusieurs autres informations sur le client, sur ses tendances d'achat. Enfin, on peut joindre ces informations donc, qui viennent de Neustar sur le statut marital, les revenus du client, avec les interactions dans le passé de ce client. Le résultat, on peut voir pour ce client-ci qu'il est marié, il a entre 56 et 65 ans, il gagne plus de 250 000 $. Les informations ici sur ce client sont jointes avec les informations sur les stades qu'il a visités, le nombre de tickets que ce client a acheté, sa valeur en tant que client et son coût d'acquisition en tant que client. En utilisant ces informations, on peut les agréger
et avoir un peu plus d'idées sur quel type de clients ont tendance à revenir ou pas à nos événements. Lançons la requête. Pour chacun de nos circuits, 6 circuits ici dans la liste, on voit le nombre de clients entre 18 et 45 ans et le nombre de clients qui ont 46 ans ou plus. Si on veut voir ça graphiquement, on peut facilement faire un chart sur Snowflake. Maintenant, on voit la répartition correcte entre 18 et 45 et 46 et plus. Passons à la requête suivante. Ici, on peut voir la même chose, mais pour le statut marital des fans. Si on retourne sur les résultats, on peut voir ici le même genre de graphe par circuit, et le statut marital, on voit que la plupart de nos clients sont mariés. Ensuite, ici, on va déjà voir le résultat de l'analyse de notre data scientist, mais on va calculer par après un lead score pour chaque fan. Voyons ici le résultat. Donc, pour 2 fans en particulier, on va voir leur lead score. Pour les events, donc l'event qui va s'appeler DIS AMA 1, DIS AMA 1 et PHX Arca Spring, on peut voir pour chacun des 2 clients qui sont présents ici, le lead score. Donc, quand le lead score est bas, ça veut dire que le client a peu de chances d'être intéressé par cet event, et quand il est haut, par exemple 0,99, ça veut dire que ce client a une très grande chance d'être intéressé par cet event en particulier. Même chose avec le deuxième modèle qui, lui, va calculer la meilleure action à prendre pour chacun de ces 2 clients. La meilleure action à prendre pour ce client-ci est de le contacter par téléphone, et la meilleure action à prendre pour ce client-ci est de lui envoyer un email. C'est le résultat de l'analyse de notre data scientist que nous allons faire par après. Finalement, encore une chose que les data engineers peuvent faire pour préparer les analyses des autres personnes dans l'entreprise est de créer des fonctions. Ici, on donne un exemple d'une fonction créée en SQL, qui s'appelle getNext10Events, qui va nous donner les 10 prochains events. Tout le code SQL pour créer la fonction ici est défini par les data engineers, et il peut être réutilisé très facilement par tout le monde dans l'entreprise. Donc pour le réutiliser, au lieu de réécrire tout ce code à chaque fois pour cette fonction, on va faire select star from table, et cette table, elle va être générée par la fonction. Donc, lançons cette requête. On va voir les 10 prochains events qui font partie de la Frostbite Cup Series. Voilà, on voit les 10 prochains events. Donc, par exemple ici à Phoenix, à RRC, à MVS, à DA, on va voir toute la Cup Series. On voit la quantité totale de tickets, la capacité totale du stade, et on voit qu'on a vendu donc 27% déjà pour ce circuit-là, 12% pour ce circuit-là, 13% pour ce circuit-là. Et on voit les âges des clients à qui on a vendu, et le genre des clients à qui on a vendu. Même chose par exemple pour la Lightning Series, où on peut voir dans ce cas-ci la Frostbite Lightning Series. On va voir les endroits où elle va se tenir, le nombre total de tickets qui est vendu, la capacité et donc le pourcentage de tickets déjà vendus par rapport à cette capacité. Nous avons vu les données que nous avons sur nos fans, des données first party qui sont internes. En SQL, on a vu les tables, la structure des informations. Ensuite, on a enrichi ces informations avec des données externes qu'on a acquis par la marketplace pour savoir par exemple les revenus et le statut marital de nos clients. Et ensuite, on a vu les informations sur ces fans avec les données enrichies en SQL et on a créé des fonctions pour facilement accéder à ces données et les agréger. Ensuite, nous allons rentrer dans la data science. Donc, nous allons créer 2 modèles. Le premier ayant pour but de donner un score à chaque fan pour les prochains events, pour voir la propensité de chaque fan à participer à ces events. Et le deuxième modèle, pour recommander la meilleure action pour nos équipes avec ces fans, leur donner une action qui est personnalisée. Sur base des interactions qu'on a eues dans le passé avec ce fan, du nombre d'emails qui ont été envoyés, le nombre d'emails qui ont été cliqués, le nombre de coups de téléphone que nous avons eus, et aussi la participation des fans aux événements, quelle est la meilleure façon d'interagir avec cette personne en particulier. Nous allons réaliser nos analyses en utilisant le module JupyterLab de VS Code. Ici, j'utilise Python 3.8.13 et nous allons calculer le lead score. 0, ça veut dire que ce fan est très peu intéressé par un événement en particulier, et 1, ça veut dire qu'il est très probable que ce fan soit intéressé par cet événement. Nous commençons par importer les librairies nécessaires. Dans ce cas-ci, on va créer un modèle avec XGBoost et on va utiliser
Snowflake, Snowpark pour se connecter à Snowflake et exécuter toutes les requêtes dans Snowflake. Snowpark contient deux façons d'interagir avec les données sur Snowflake. Tout d'abord, les data frames. Donc, les data frames, ils sont lazy, c'est-à-dire qu'ils vont être transcrits en SQL et ce SQL va seulement être exécuté quand on doit rendre un résultat. On peut définir toutes sortes de transformations dans un data frame et puis l'exécuter seulement par après quand on veut avoir le résultat. Et ensuite, des fonctions. On va créer des fonctions en Python. Elles vont être sérialisées, c'est-à-dire transformées en bytecode, et elles vont être envoyées sur Snowflake dans un stage, et puis elles seront exécutées dans un environnement Python qui est sécurisé sur Snowflake. Pour se connecter à Snowflake, il est nécessaire de donner ces informations, le compte, l'utilisateur, le password, le rôle, la warehouse, la base de données et le schéma. Avec ceci, on crée une session qui est l'objet avec lequel on va interagir avec Snowflake. Tout d'abord, vérifier que nos données sont bien masquées. Dans ce cas-ci, les données ont été masquées à l'avance par notre data engineer, donc le data scientist n'a pas accès aux données dont il n'a pas besoin. Par exemple, le first name et le last name ne sont pas disponibles, ils sont tous remplacés par une master data management key qui est unique pour chaque client. Le data frame Snow que je viens de créer juste au-dessus, qui va rechercher ces informations, on peut voir comment il est traduit de Python vers SQL en utilisant la commande explain, qui nous dit ici l'SQL qui va être exécuté sur Snowflake, ainsi que le nombre de partitions qui sont accédées sur Snowflake et l'ordre dans lequel ces opérations vont être effectuées. Dans ce cas-ci, on va accéder à une vue, la vue MDM Key Info View. Cette vue elle-même, elle va effectuer plusieurs jointures. Left outer join, filter, inner join, filter, left outer join, filter, and join filter. Donc on va avoir plusieurs tables row qui sont sous-jacentes à cette vue. Ensuite, le développement du modèle pour donner un score à nos fans. On va d'abord faire le feature engineering, créer les colonnes qui sont nécessaires à notre modèle, ensuite l'entraînement du modèle, puis on va déployer ce modèle et on va faire le scheduling, c'est-à-dire faire tourner ce modèle une fois par jour afin de mettre à jour le score de nos fans. Tout d'abord, le feature engineering. Quelles sont les données dont nous allons avoir besoin pour créer ce modèle? On va avoir besoin des activités journalières de tous les fans, des informations démographiques sur les fans et les informations démographiques de chaque stade, quels sont les gens qui viennent dans chaque stade, et enfin l'event history, les informations sur les fans qui ont participé aux events dans le passé. On va d'abord créer quelques data frames qui contiennent toutes les colonnes dont nous avons besoin, les démographiques, les informations sur les fans, l'event history et les stades. On va définir la target et les clés, et on va joindre ces différentes tables ici. On va créer une table de base qui va être utilisée pour le training. Donc on a différents types de clients qui vont être dans cette table de base et on va répartir nos différents types de clients de façon égale afin d'avoir un jeu de données pour l'entraînement qui n'est pas biaisé vers certains types de clients. On a des nouveaux clients, on a des clients qui ont déjà été à un événement et qui ont ensuite recommencé à aller à un événement rapidement, des clients qui sont revenus après un certain temps, des clients qui étaient partis pendant plusieurs années et qui sont revenus par après, on a des clients qui sont complètement perdus, qui ne sont jamais revenus après plusieurs années, et on a finalement des prospects qui n'ont jamais rien acheté chez nous. Et on va définir ces différentes classes de clients en fonction de leurs activités. On va d'abord prendre les 5 dernières années, donc de 2017 jusqu'à 2022, et on va diviser nos clients en classes positives et négatives. Les positives étant ceux qui ont acheté un ticket, négatives ceux qui n'en ont pas acheté, et on va voir ceux qui en ont acheté récemment et ceux qui n'en ont pas acheté récemment ou qui sont revenus. On voit que la classe positive, on a 1 250 000 événements qui contenaient des achats positifs, et on a 5 milliards d'événements qui ne sont pas des achats. Ensuite, on va diviser nos clients en différentes classes. Donc DF, Point of Sales, Exists ou New. On va voir si en fonction de la colonne Weekend, Retention Type, New ou pas New, on va diviser nos clients. Et on va faire la même chose pour quelques subdivisions de nos clients. Et enfin, on va égaliser nos datasets en prenant N comme le minimum de tous nos types de clients. Et on va prendre un sample. Ici, donc au hasard, on va prendre un sample de nos clients qui est de taille N, afin que tous les samples soient de la même taille. Ensuite, on va joindre
tous ces différents data frames positifs, négatifs, on va les unir. Et on va créer quelques features additionnelles qui n'étaient pas dans notre dataset de base, mais qu'on va utiliser pour le training, comme le nombre de jours jusqu'à un événement, le nombre de jours jusqu'au renewal, et le nombre de jours depuis la dernière activité dans le CRM, qu'on va calculer avec des différences de date entre la date d'aujourd'hui et la feature. On enlève les données futures, on rajoute des données démographiques, et on va faire du one-hot encoding de certains champs. Les champs qui sont composés de lettres, les varchars, ne sont pas directement utilisables par XGBoost. XGBoost n'utilise que des champs numériques. Donc on va remplacer les champs composés de caractères par des nombres. Et on appelle ça le one-hot encoding. On va faire ça pour tous nos champs qui sont composés de caractères, qui sont ici, comme par exemple la source, le genre, le statut marital. On va remplacer ça par exemple par 0 pour les hommes et 1 pour les femmes. On fait tout le one-hot encoding et on stocke notre résultat dans un data frame. Jusque-là, on a réalisé plein d'opérations, on a divisé nos données, on a regroupé nos données, on a fait des jointures, on a créé de nouvelles colonnes, mais rien n'est exécuté sur Snowflake. L'exécution se fait de façon lazy, donc c'est seulement au moment où on va écrire cette commande quelque part que tout va s'exécuter. Dans ce cas-ci, on va utiliser l'élasticité de Snowflake, on va changer la taille de notre warehouse de data science en XXXL, afin d'avoir beaucoup de ressources pour préparer toutes ces données. Ensuite, on lance la commande, overwrite, et on va lancer la commande qui va écrire ce data frame dans la table lead score training base. Et une fois que le training est fini, on change la taille de notre warehouse, on la remet en large afin de ne pas utiliser de ressources pour rien. Une fois qu'on a créé notre table de training qui va être utilisée pour créer notre modèle, on crée un nouveau data frame avec la même session. On va ici loader la table lead score training base. Sur base de cette table-là, on va enlever de notre data frame les colonnes qui ont beaucoup de nuls, afin de ne pas polluer nos données avec certaines colonnes qui ont beaucoup de nuls. Dans ce cas-ci, si elles ont plus de 5% de nuls, on va décider de dropper ces colonnes. Toutes ces colonnes-ci qui étaient dans notre data frame contiennent trop de nuls, donc on décide de les supprimer. Ensuite, on divise notre data frame en deux, un data frame de train et un data frame de test, avec une proportion de 80% et 20%. Donc notre training set, au final, il a 602 000 lignes, et notre test set, au final, il a 150 000 lignes. Ensuite, on va préparer le dataset ici en divisant toutes les features qui vont contribuer au modèle et la feature de target. La target, c'est un attended weekend flag. C'est ce que cette personne, elle est vraiment allée à cet événement ou pas au final. Et on va créer une matrice, ici, dtrain XGBoost matrix, qui sera utilisée pour faire l'encoding. Ensuite, on note tous les paramètres nécessaires à l'entraînement de notre modèle XGBoost, et avec la commande XGBoost train, on va faire l'entraînement sur 1000 époques de notre modèle de prédiction du lead score. On voit que comme paramètre, on lui donne dtrain qui suit la forme qui était définie dans notre matrix. Et on voit ici l'entraînement avec toutes les époques jusque 1000, avec la log loss qui est la métrique qu'on veut réduire le plus possible afin d'avoir le meilleur modèle possible. Une fois que cet entraînement est fini, on sauve notre modèle localement dans un fichier JSON qui s'appelle leadscoremodel.json, et ensuite on load le modèle pour le tester. Donc on load notre modèle leadscoremodel.json. Ici, notre évaluation va se faire sur des tests, donc les 20% qu'on avait gardés pour le test, et on va créer une confusion matrix, donc une matrix qui représente les vrais positifs, les vrais négatifs, ainsi que les faux positifs et les faux négatifs. On voit ici 1, les vrais positifs. 70 000 individus dans notre dataset ont eu un score qui était correctement attribué, donc c'est-à-dire qu'on a donné un score 1 aux personnes qui sont vraiment venues à un événement, et 70 807, on leur a donné un score 0 alors qu'elles n'étaient pas venues à l'événement, donc c'est correct. On s'est trompé dans 5130 cas avec des faux négatifs, et dans 4500 cas avec des faux positifs. On peut représenter cette même information ici sur une courbe, parce qu'en fait, on donne un score toujours entre 0 et 1 à chaque personne, et donc ceci, ça représente le score. En orange, c'est le score pour les gens qui ne sont pas venus à l'événement. Donc on voit que la grande majorité des gens ont un score proche de 0,
C'est-à-dire que ils sont pas venus, on leur donne un tout petit score, c'est correct, mais une partie des gens ont un score un peu plus grand et ces gens-là ont été mal attribués. De même, une grande partie des gens qui avaient un ticket, donc qui sont venus à l'événement, ont un score proche de 1, mais il y a une partie des gens qu'on n'a pas réussi à capturer. On leur donne un petit score même s'ils sont venus à l'événement. Finalement, on peut visualiser quelles sont les features qui étaient vraiment importantes pour notre modèle. Dans ce cas-ci, Weekend Year Consecutive, Days Until Event, Weekend Years Purchase étaient les 3 features qui ont eu le plus d'impact sur notre décision, sur notre modèle. Donc, en fonction de la valeur de cette variable ici, Weekend Years Consecutive, le score qu'on va donner à chaque personne va être impacté. On peut visualiser ça encore un peu plus, on le fera par après, en visualisant l'impact pour chaque personne. Finalement, afin de déployer ce modèle sur Snowflake, on va utiliser des UDF, des User Defined Functions, qu'on peut scheduler. On va tout d'abord créer un stage, model stage, et en utilisant ce stage, on va créer une UDF, lead score UDF, qui va tout simplement définir d'abord un data frame avec la forme des données qu'on attend, puis utiliser dmatrix pour mettre les données dans la forme correcte avec le one-hot encoding, et ensuite on va utiliser model predict afin de prédire le résultat pour cette personne en particulier. Une fois que la fonction est créée, on peut l'appeler en Python ou en SQL depuis Snowflake. Donc là, on va utiliser session.table.show afin de ici montrer quelques lignes de cette table. Et sur lead score trading base, on va choisir 3 colonnes. Et finalement, on va rajouter une colonne qui s'appelle lead score et qui en fait appelle la UDF, lead score UDF, et qui donne comme paramètre toutes les autres colonnes. Object construct keep nul star, c'est toutes les autres colonnes de la table afin de prédire le score. Et on voit par exemple que ce client-ci, pour l'événement 2017 en octobre le 21, il avait un score très faible. Et cet autre client-là, pour un événement en juillet le 2, il avait un score de 99%, donc il est très probable qu'il y ait participé. Et on va avoir ce score ici pour tous les clients, pour tous les events. Finalement, ce processus de scoring, on va devoir le répéter tous les jours pour les events à venir afin de déterminer quels clients ont une grande probabilité de venir au prochain event. Et ça, on va le faire au travers d'une procédure stockée. Cette procédure stockée ici, elle va s'appeler update lead score, stored procedure. Elle va utiliser le même stage et elle va utiliser les packages Snowpark, XGBoost et le pre-processing pour faire le one-hot encoding. Ensuite, elle va aller chercher les données nécessaires chaque jour afin de réeffectuer l'inférence. Donc, on va chercher la date du jour même, elle va chercher plusieurs data frames sur les fans, avec les informations des fans, la démographique, l'event history et la démographie des stades, les mêmes données qu'on avait utilisées tout à l'heure. Elle va joindre ces données et encoder ces données comme on l'avait fait tout à l'heure. Et au final, elle va récupérer les scores de la UDF. Donc, sur le data frame qu'on lui passe, elle va aller choisir, ici, select les colonnes qui sont nécessaires, et elle va aller appeler la UDF, lead score UDF, qui va elle-même aller scorer chaque fan. Et enfin, elle écrit le résultat dans cette table qui s'appelle MDM Key Event Lead Score. Voilà. Afin d'effectuer cette procédure, de l'appeler, on peut utiliser session call, la procédure, ça va l'appeler une fois pour la tester, et on peut voir les résultats. Donc on peut voir cette table MDM Key Event Lead Score qui vient d'être créée. Ici on regarde juste les lead scores au-dessus de 0,5 et on peut voir pour les prochains events, ici en fonction de leur date, le score de chaque personne. Donc, par exemple 0,84, cette personne-ci elle a une grande chance de participer au WGI NCS Summer. Et ça c'est juste l'effectuer une fois. Et cette procédure-là on peut très facilement dans Snowflake la scheduler, donc la faire s'exécuter par exemple tous les jours, toutes les semaines. Ici, on va créer une tâche, create or replace task. On lui donne ici du compute. Donc, la user task manage initial warehouse size est de XXXL, c'est-à-dire qu'on va lui donner le compute XXXL à base et Snowflake va gérer ce compute en fonction de l'exécution, il va le baisser ou l'augmenter afin d'avoir la quantité de compute optimale. Et le schedule ici qui va être défini en cron tous les jours à 3h30. Et la fonction tout simplement appelée update lead score store procedure. On peut résumer la task afin de la lancer. Et quand on lance cette tâche, tous les jours, master procedure va s'effectuer à 3h30 et va venir faire le scoring de tous les fans. Dans l'étape 4, on vient expliquer avec un peu plus de détails le contenu de notre modèle. On utilise la librairie SHAP
afin d'expliquer notre modèle. Ici, tout simplement d'abord les variables qui ont contribué au modèle, comme je l'ai montré tout à l'heure. Weekend years consecutive, weekend years purchase et days until event ont été les plus grands contributeurs au modèle. Mais pour donner un peu plus de détails, on peut voir l'impact sur chaque fan. Ici, chacun des points que vous voyez sur ce graphe, coloré entre bleu et rouge, représente un des fans. Et donc, par exemple, ici, on voit les points rouges très élevés sur weekend years consecutive, veulent dire qu'une valeur très élevée pour weekend years consecutive, le nombre de fois consécutives où les fans ont participé, est un prédicteur très positif que ce fan va avoir un score élevé. Au contraire, weekend year purchase, quand cette valeur-là est très élevée, elle va être en rouge ici, et c'est un contributeur très négatif au score. Un peu plus facile à comprendre le jour jusqu'à un événement. Quand la valeur est élevée, c'est négatif. On n'achète pas son ticket fort à l'avance. Mais quand la valeur devient très faible, donc quand il ne reste que quelques jours avant l'événement, beaucoup de gens vont avoir tendance à acheter un ticket. Voilà comment lire ce chart. Finalement, on peut voir ce chart aussi pour chaque client. Donc là, c'est l'impact sur un seul client en particulier. On voit ici que la base value est de 0 au départ, et que dans ce cas-ci, weekend years consecutive, sa valeur était 2 pour ce client. Ça a eu un impact très très positif sur ce score, ici. Mais ensuite, on voit que weekend years purchase était aussi de 2, qui a eu un impact négatif, tout comme days until event était de 277, ça a aussi eu un impact un peu négatif. On voit l'impact qui a donné le score final de 4,63 pour cette fonction-ci, pour ce client. Passons maintenant, dans la deuxième partie, on va maintenant calculer la prochaine action à prendre pour chacun des clients. Est-ce qu'on va recommander à notre staff de leur envoyer un email, de leur téléphoner, ou de ne prendre aucune action avec ce client? Et ce, sur base de nos interactions dans le passé. On commence par importer les librairies nécessaires. Cette fois-ci aussi, on va utiliser XGBoost pour créer le modèle, et on va utiliser Snowpark pour exécuter l'inférence. On commence par créer la session, avec nos informations dans datascientist.hosts.json. On va rechercher notre username, notre password et notre compte. On crée une session qui est l'objet sur lequel on va lancer toutes les requêtes. On commence par créer un stage, s'il n'existe pas, model stage. Cette fois-ci, on va d'abord commencer par le feature engineering, donc préparer les données pour qu'elles soient utilisables pour un modèle de machine learning. Ensuite, on va tuner le modèle. Ensuite, on va l'entraîner sur Snowflake. Et ensuite, on va le déployer pour qu'il soit réutilisable dans une fonction. Et on va automatiser ça, encore une fois, avec une stored procedure. On va automatiser le réentraînement des modèles. Donc, c'est-à-dire qu'on va entraîner le modèle, et à chaque fois, si la métrique d'exactitude du modèle est supérieure à la version précédente, on va le remplacer. Mais si ce n'est pas supérieur, on ne remplace pas et on garde le modèle existant. Et on va versionner nos modèles dans Snowflake. Commençons avec les features. Cette fois-ci, on va utiliser les données démographiques, l'activité journalière et les différentes actions qui sont disponibles, dans ce cas-ci les mails, les coups de téléphone et ne rien faire, afin de trouver la meilleure action pour chaque fan. Donc on va rechercher les activités dans le passé qui nous viennent du CRM, on va rechercher les daily activities, les données démographiques, et on va joindre ces informations. Ensuite, on va commencer le feature engineering avec la fonction create training table, qui va nous permettre donc de créer notre table sur base des features dans le CRM, les activités journalières. On enlève les activités qui sont dans le futur et on fait la jointure des données nécessaires. Encore une fois, cette fois-ci, on va faire du one-hot encoding de toutes les données qui sont des caractères. On va les transformer en données numériques. On va faire les jointures nécessaires et on va, encore une fois, balancer ici les différentes classes d'utilisateurs avec le minimum. Donc on va trouver l'action minimum et on va égaliser au minimum. Dans la fonction tuneModel, ici on va inscrire les différents paramètres nécessaires pour créer notre classifier, donc notre XGBoost classifier ici pour classifier l'action. On va avoir nos 3 actions qui sont définies ici et on prépare le modèle. Ensuite on va l'enregistrer sur Snowflake comme une fonction createModel UDF, qui est la fonction qui va créer notre modèle sur Snowflake avec predict
on lui passe comme input une Panda Series et comme output on ressort une Panda Series, et on va utiliser predict proba afin de faire la prédiction dans cette fonction. Finalement ici, on va expliquer encore une fois les données avec SHAP, et on va créer une fonction sur Snowflake pour créer les informations de SHAP afin d'obtenir ces métriques à l'échelle, de savoir pour chaque utilisateur pourquoi est-ce qu'on va définir que c'est un email, un coup de téléphone ou ne rien faire. On va expliquer ça avec la librairie SHAP. Ici, Create Automation Stored Procedure va nous permettre d'automatiser le training dans Snowflake. Donc on va l'enregistrer dans Snowflake avec @function stored procedure. Update NBA score sp, c'est le nom qu'on va lui donner dans Snowflake. On importe les packages Snowpark, XGBoost, Scikit-learn et Pandas. On importe un package custom ici qui s'appelle preprocessing. Et on va mettre tout ça dans notre stage. Enfin, la fonction update NBA score, elle va faire le preprocessing des données, prendre les données nécessaires, faire le one-hot encoding des données et faire l'application du modèle, l'inférence. On va écrire toutes les données nécessaires dans le data frame. Et sur ce data frame, on va aller sauvegarder le résultat dans Snowflake, dans la table Master Data Management, qui Next Best Action Score. Et c'est comme ça qu'on va faire l'inférence dans Snowflake avec cette procédure. Mais avant ça, il faut faire l'entraînement du modèle, qui va nous permettre de faire l'inférence. Ici, on va enregistrer une procédure qui s'appelle Train Next Best Action Model Stored Procedure. On va utiliser les mêmes modules ici, plus JobLib et SHAP, pour faire la visualisation de l'impact. Et on a la stored procedure ici qui va faire le training, où on définit tout le code pour faire le training. On refait ici le tuning du modèle, on balance les classes, on définit le modèle, on fait le training avec fit. Ensuite, on va faire le versionning du modèle et tester son accuracy, son efficacité. Donc on va d'abord aller voir accuracy test dans les modèles existants. On va voir ici table NBA Model History, on va aller voir l'accuracy existante, on va voir l'accuracy test de notre modèle en le testant sur yTest, et on va comparer les deux. Donc un petit peu plus bas ici, on a un if best accuracy n'existe pas, ben là on va enregistrer le modèle, ou bien si l'accuracy du nouveau modèle qu'on vient de faire est plus importante que ce qui est existant, on va le remplacer aussi, ou bien si le nombre d'actions a changé, donc par exemple on avait jusqu'à maintenant des coups de téléphone et des emails, et on rajoute une action, là on va aussi remplacer le modèle. Dans ce cas-là, on va appeler toutes les autres fonctions qu'on vient de créer, create model, create SHAP UDF et create automation, et on va les tout remplacer. Si l'accuracy du modèle n'est pas plus importante qu'avant, si ces conditions ne sont pas remplies, on ne fait rien. Replace égale false, on ne fait rien, on ne va pas remplacer notre modèle, il est moins bon que le précédent. Et ensuite, on va enregistrer ces informations dans l'history. Donc on va aller enregistrer notre modèle dans un stage sur Snowflake, et puis on va aller ici écrire sur la table NBA Model History toutes les informations de notre modèle. On peut tester ça un peu après. On va faire le training ici sur une warehouse high memory, qui a beaucoup plus de RAM que les warehouses traditionnelles. On lance la procédure Train NBA Model SP, on lui donne les données de 2017 à 2022. Il nous fait l'entraînement sur Snowflake, et puis quand c'est fini, on réutilise une plus petite warehouse, la Data Science Warehouse. On peut voir maintenant l'historique. Donc on vient de créer la version 11 de notre modèle, la 11e version du modèle après 10 entraînements dans le passé, et on voit que l'accuracy est de 0,73. Avant ça, on avait un modèle à 71 et un modèle à 78. Donc on voit que le modèle à 78 était déjà mieux que le dernier qu'on vient d'avoir, mais tout de même, on voit ici dans la colonne Replace Previous qu'ils sont tous false, parce qu'on avait un modèle qui était déjà déployé, qui était mieux que cela. Et donc au fur et à mesure que on a des nouvelles données qui arrivent, on va refaire l'entraînement de temps en temps, et quand on a du drift, les données ne sont plus correctes par rapport au modèle existant, on va voir que ce chiffre va baisser, on aura une meilleure accuracy avec le nouveau modèle, c'est dans ce cas-là qu'on va venir le remplacer. On peut voir maintenant une visualisation ici de nos confusion metrics par action, donc on voit le nombre de vrais négatifs et de vrais positifs par action, ici pour les emails et pour les phone calls, on peut voir le nombre de personnes qui ont été classifiées correctement et le nombre de personnes en haut à droite et en bas à gauche qui ont été classifiées de façon incorrecte. Et finalement, on peut lancer cet exercice de classification avec une tâche, encore une fois. Donc là, si on appelle la procédure update NBA score sp, on automatise les actions. On peut faire ça tous les jours, par exemple au matin, afin d'avoir les scores du jour basés sur le dernier modèle,
pour savoir qui est-ce qu'on doit contacter pour les prochains événements. Et le résultat ressemble à ceci. Donc si on prend ici quelques personnes dans la liste, on va avoir une MDM key qui est unique pour chaque client. On va avoir ensuite la recommandation pour cette personne. Donc par exemple, cette personne-ci, le plus élevé est email. Pour cette personne-ci, le plus élevé est phone call, alors qu'ici, on va recommander de ne rien faire. On peut explorer un peu plus nos données et les agréger d'une façon différente. Ici, on peut voir les catégories qui étaient les plus fortes et agrégées pour la plus forte catégorie pour chaque personne. On va voir que pour la majorité des gens, on recommande de ne rien faire. Pour une partie des gens, on va recommander ici pour 122 000 personnes des emails et pour 149 000 personnes de les appeler directement. Ensuite, on peut voir la même chose de façon ici visuelle sur un graphe en fonction du lead score. Ici, un lead score très bas voulant dire qu'il y a peu de chances que les gens soient intéressés, mais on peut voir l'action qui est recommandée. On voit que à droite, les gens avec no activity, ils ont un lead score très faible. Donc pour les gens qui ont un lead score faible, on va souvent recommander de ne rien faire. Et au contraire, pour les gens qui ont un lead score relativement élevé, au-dessus de 0,5, on va souvent recommander de leur envoyer un email ou un phone call. Dans notre cas, on a deux actions. Les phone calls qui sont plus chers, parce que ça va prendre du temps d'un opérateur d'appeler les gens, par rapport aux emails qui sont relativement moins chers. Donc on peut estimer, par exemple, qu'on veut avoir un score qui soit 2 fois plus grand pour les phone calls avant de les appeler. Et pour tous les autres, on leur envoie un email. Donc quelqu'un qui aura un score de 0,3 sur ses emails, il faut qu'il ait au moins 0,6 sur le phone call pour qu'on l'appelle. On peut visualiser ces actions avec ce graphe ici. On voit phone call sur l'axe X et email sur l'axe Y. Et quand on est au-dessus de 0,2 pour email, il faut avoir au moins 0,4 dans phone call pour être appelé. Donc en orange, ça va représenter tous les gens qu'on va devoir appeler. Plus le score de phone call est élevé, plus c'est intéressant de les appeler. Et en bleu, c'est tous les gens qu'on va contacter par email. On peut les visualiser comme ceci, de façon agrégée. Afin vraiment de prendre action sur cela, on peut prendre une liste de tous les fans par lead score. Donc ici, les lead scores le plus élevé, avec tous ceux dont l'action recommandée est phone call. Donc sur base de l'analyse précédente, quand on recommande un phone call, parce que c'est 2 fois plus élevé que l'email, et les lead scores les plus élevés, donc c'est vraiment les clients qui ont le plus de chances de participer à chaque événement. Et c'est ces gens-là qu'il va falloir contacter. On peut expliquer notre modèle en utilisant Chap. Dans ce cas-ci, on utilise la librairie Chap directement dans Snowflake afin de déployer les explications et de le faire à l'échelle. Aller expliquer pour chaque client comment est-ce qu'on arrive à ces résultats-là. Donc ici, c'est l'action qui va calculer le score Chap pour chaque client, pour chaque action. Si on teste dans Snowflake d'appeler ceci, voilà le genre de résultat qu'on peut obtenir. Pour chaque action, qui est une colonne, donc envoyer un email, un coup de téléphone ou ne rien faire, on va voir quelle variable a eu beaucoup d'impact. Par exemple, l'impact négatif de Rolling Sum Count CRM Activity sur les emails, ou ça a un impact positif sur No Activity. Ou par exemple, le nombre de jours depuis le dernier achat de ticket, plus il y a de jours, moins il y a de chances qu'on leur envoie un email ou moins il y a de chances qu'on leur téléphone. Par contre, il y a plus de chances qu'on ne fasse rien. Quelqu'un qui n'a pas acheté pendant très longtemps, il y a peu de chances qu'il revienne, donc on va conseiller de ne rien faire. On peut visualiser cela encore une fois avec Chap. Donc ici, on le visualise pour chaque action, l'impact de chacune de ces variables en moyenne sur chacune des actions, No Activity étant en bleu, donc le nombre d'activités dans le CRM a un gros impact sur l'action No Activity. Et ici, par exemple, je disais le nombre de jours qui a un impact à peu près égal sur chaque action. Si on regarde par exemple le nombre de phone call, ça a un gros impact sur l'action phone call. Même chose pour les emails, c'est un gros impact sur les emails. Et on peut visualiser ça pas seulement en moyenne, mais aussi pour chacun de nos fans. Par exemple, le nombre de jours depuis le dernier achat, quand il est très grand, ça va avoir un impact très négatif sur les emails. Donc quand ça fait très longtemps qu'on a acheté, il y a peu de chances qu'on clique sur un email, ça veut dire que ça n'a pas beaucoup d'intérêt d'envoyer un email. Par contre, la première variable ici, Rolling Sum Count Campaign Email Open, quelqu'un qui ouvre souvent les emails qu'on lui a envoyés, qui a un grand compte d'emails ouverts, eh bien ça va avoir un impact très positif. Ce serait intéressant de lui envoyer un email, bien sûr. Et on peut faire ça pour chacune des actions.
Voilà, nous avons vu ensemble comment créer un lead score et comment recommander une action à prendre pour chaque fan afin d'utiliser efficacement le budget marketing. Ce modèle, il est répétable et il peut délivrer des actions directes à tous les business users qui vont contacter directement les clients. Et c'est une logique automatisée pour prendre des décisions envers ses clients. Passons du côté analytics. On va voir un dashboard corporate qui va analyser les données de façon agrégée. Et enfin, comment mettre en opération ces lead scores. Tout d'abord, le dashboard marketing. Je vais dans Dashboard, CX, Sales and Event. Et j'ai 3 paramètres. Le premier, c'est la date. Donc là, on va voir les 12 derniers mois. On voit par exemple mon total en tickets et en marchandises. On voit mon total de vente de tickets et mon total de vente de marchandises. Et on voit comment ça a évolué par jour. Dans ce cas-ci, mes ventes, mes marchandises. Ensuite, on peut voir, par exemple, des métriques ici dans Snowflake au niveau du fan. Si j'ai choisi un fan en particulier, je pourrais choisir n'importe quel autre de mes fans. C'est la clé anonymisée ici que j'utilise pour choisir mes fans. On peut voir pour chaque fan, dans ce cas-ci, son nom, sa valeur en tant que client et le coût qu'on a eu pour acquérir ce client. On peut voir quel est le stade qui est le plus proche de lui et les stades qu'il a visités dans le passé. Et on peut voir les activités qu'on a eues dans le passé. On voit qu'on l'a contacté ici en mai et qu'on l'a contacté en août. Finalement, on peut visualiser des métriques au niveau des events. Dans ce cas-ci, on a choisi les coupes 10 Daytona sur 4 années. Et on peut visualiser les types de tickets, les admissions normales, les campings, les parkings. On voit les types de tickets, par exemple. On peut voir la capacité par rapport au nombre vendu dans le passé et celui qui est dans le futur ici avec encore une grande partie d'invendus. On peut voir la quantité de tickets vendus aussi sous forme de ligne du temps. Quand est-ce qu'on a vendu les tickets pour chaque event. Ici, la couleur étant chaque fois un event différent. Et on peut analyser ce genre de métriques sous toutes sortes d'autres angles. Par exemple, les genres, on voit qu'on a beaucoup plus d'hommes que de femmes pour chacun de nos events. Et on peut voir aussi par estimated income, donc avec les données qu'on a acquis par Neustar, qui nous donne une estimation des revenus de chaque client, à peu près la proportion de gens qui viennent chaque année. Ensuite, on peut connecter un outil externe à Snowflake afin de mettre en action les données. Dans ce cas-ci, j'utilise Tableau pour créer ces dashboards qui visuellement vont m'indiquer plein d'informations sur les fans et comment interagir avec eux. En haut, on peut voir le nombre de clients que j'ai eu cette année, 161 000 clients, et la façon dont ça évolue par mois. Ensuite, la taille moyenne de leurs commandes et la façon dont ça évolue aussi par mois. Le nombre de commandes et le nombre d'utilisateurs de notre plateforme online. Au milieu, on a plus d'informations sur comment les clients vont faire leurs commandes. Par exemple, on voit que la plupart des clients, ils n'ont commandé qu'une seule fois. 275 000 clients n'ont commandé qu'une seule fois. Et on voit que la taille des commandes, qui est représentée par la ligne en gris, est la plus haute pour les clients qui ont entre 10 et 20 commandes. Donc nos clients qui se répètent quand même plus d'une dizaine de fois, mais pas trop. On voit que cette tendance baisse après la 20e commande. On voit ensuite que voilà, les gens qui reviennent entre 22 ou 40 fois reviennent souvent, mais leur taille de commande a tendance à baisser. On le visualise ici sur un autre graphe. On voit la taille des commandes par année de premier achat. Donc en bleu ici, on a tous les gens qui ont acheté en 2012 leur premier achat. On voit qu'ils représentaient 25 millions la première année, que c'était 27 millions la deuxième année, et puis ça a commencé à baisser, 21 millions, 22 millions, 21, 18, 17, et ça baisse d'année en année. Plus il y a de temps qui passe après leur premier achat, plus on voit que ces gens-là ont tendance à dépenser moins avec nous, et c'est un pattern qui se répète chaque année. Donc on voit la même chose pour 2015 aussi, les tailles d'achat baissent d'année en année. Mais on voit que notre nombre de fans, représenté sur ce graphe par la ligne noire, augmente de façon plus ou moins linéaire chaque année, et ce depuis le début. Depuis 2012, on voit que notre nombre de fans augmente, et on voit que la plupart des fans ne nous donnent pas leurs informations démographiques, donc par exemple le genre. Ici, on a no answer pour la plupart des fans, et on sait qu'une petite partie s'identifie comme des hommes, et une petite partie s'identifie comme des femmes. Et on peut voir les informations sous quelques autres angles, par exemple Religious Preference, Ethnicity, ou Original Source, donc la source du premier achat, comment ils nous ont connus, et on voit que certaines sources ici étaient plus populaires au début, et puis elles sont complètement parties, et que certaines sources sont arrivées par après.
Ici, ce graphe de Repeat Purchase, il nous montre combien de temps il a fallu entre le premier et le deuxième achat pour chaque client. Donc, par exemple, ici, les gens qui ont acheté en octobre 2017 pour la première fois, eh ben, on en a 8263 qui n'ont jamais racheté. Donc eux, ils sont complètement partis, ils sont venus qu'une fois. Et puis on en a, par exemple, ici 533 qui sont revenus après 2 quarters. 3 quarters, 4 quarters, etc. Donc, par exemple, ici on a tous les gens qui ne sont jamais revenus. Ils ont fait un achat et ils ne sont pas revenus. Comment aller reconquérir ces gens-là et les récupérer? Surtout ceux qui sont venus récemment, on pourrait avoir des chances d'aller les récupérer. Et puis ici, on a une partie des gens qui sont revenus, mais plusieurs années après. Donc comment garder ces gens-là engagés et essayer de les faire revenir plus souvent? Ces données-là, on les montrait au niveau du quarter, on peut les montrer au niveau des mois. Donc ici, je vais beaucoup plus granulairement, après combien de mois les gens reviennent. On voit qu'ici, il y a un blanc qui représente 2022, la période du Covid. On voit que en 2020, pardon, on voit qu'il y a eu un blanc et que beaucoup de gens ne sont pas revenus à ce moment-là. Ou on peut aller moins granulaire et le faire par année aussi de la même façon. Maintenant, ce qui peut être intéressant, c'est comment s'assurer que les gens qui sont venus récemment, par exemple en 2021 ou 2022, comment les faire revenir aussi vite que possible. Tous ces gens-là, on peut se focuser sur eux et aller voir les facteurs qui pourraient les faire revenir. Si on revient sur notre dashboard ici, on peut aller choisir parmi les gens d'octobre 2021, on peut aller prendre une liste de ces gens-là et aller les voir plus dans le détail. Donc, par exemple, une personne comme Alexandria Carole, on peut voir les données qu'on a en first party d'abord, sa date de naissance, son genre et la date de son premier achat. On peut voir des données third party qui viennent de chez Neustar, comme la distance par rapport à un stade. On peut voir ensuite ici toutes les interactions qu'on a eues avec cette personne, quand est-ce qu'on lui a envoyé un email, quand est-ce qu'on lui a téléphoné, son dernier achat, son dernier accès online. Ce sont toutes des informations qu'on a et qu'on peut utiliser quand on contacte cette personne. Et finalement, sur la droite, on peut voir d'abord l'interaction. Donc, les interactions qu'on a eues en juin, juillet et août 2022, le nombre d'emails envoyés, le nombre d'emails ouverts, le nombre de coups de téléphone, par exemple, qu'on a eu, qui est totalisé ici. Et on a les résultats de notre modèle. D'abord, le lead score. On voit que pour le prochain event, qui est le DIS NXS Summer, on voit qu'elle a un score de 65% comme lead, et on voit qu'il nous est recommandé de lui envoyer un email. Donc ça pourrait être une personne qui serait une bonne target pour recevoir un email pour cet event. Une autre façon de voir ces informations est de summariser par event. Donc ici, on summarise toutes les informations pour l'event ACS NXS 1 le 25 février en 2023. On va avoir la liste des gens qui sont le plus intéressés par cet event. Donc c'est les gens qui ont le plus grand lead score pour cet event. Et on a quelques informations sur ces gens-là et on peut aller zoomer sur chacun de ces clients. Au-dessus, en corrélation avec ça, on a la liste des events à venir et le taux de vente. On voit qu'on a vendu par exemple 17,95% des tickets de cet event-ci, 5% de l'event suivant, 0,64% de l'event suivant. Sur base de ça, on peut décider sur quel event on veut lancer une campagne marketing et engager les fans. Et donc si par exemple on veut aller zoomer sur un de ces fans, on peut cliquer sur un de ces fans, Charles ici, et on peut retourner à la vue ici du client, et on peut voir par rapport à cet event-là qu'il a un lead score très élevé, et on peut voir les actions qui sont recommandées. Dans ce cas-ci, on sait que ni les phone calls ni les emails sont très effectifs pour ce client-là. Donc il faut trouver un autre channel marketing qui sera efficace pour le garder engagé, comme par exemple des campagnes de publicité traditionnelles à la télévision. Voilà, nous avons vu ensemble le corporate dashboard pour voir les tendances à plus grande échelle sur chacun de nos stades, ainsi que sur tous les fans, avec une possibilité de zoomer vraiment de façon granulaire sur certains fans. Et ensuite, on a vu un dashboard fait sur tableau qui peut être utilisé par les équipes de marketing ou de vente afin d'avoir une bien meilleure idée de chaque fan, de qui il est et de comment le contacter. Lors de cette démo, nous avons vu une partie de data engineering pour comment préparer les données pour comprendre nos fans, aller chercher des données sur la marketplace, une partie de data science où on a créé des modèles pour donner un score à nos fans et trouver la meilleure action pour les engager, et enfin une partie analytique où on a des dashboards qui sont beaucoup plus agrégés à haut niveau pour le corporate, et on a des dashboards pour les équipes de vente et les équipes marketing afin de communiquer au mieux possible avec les fans. Et cela dans le but d'aligner toutes les équipes vers l'expérience du fan, s'assurer que le fan
à une expérience personnalisée qui est la meilleure possible. Aujourd'hui, je vous ai montré un exemple de marketing pour des organisations qui organisent des events, particulièrement avec des stades ou des circuits, mais Snowflake est utilisé dans toutes sortes d'organisations pour faire du marketing ainsi que bien d'autres usages. Nous avons vu ensemble comment une organisation peut utiliser des données pour offrir vraiment une expérience personnalisée à chaque fan en fonction des interactions qu'il y a eu dans le passé. Donc, par exemple, des fans qui veulent faire du camping, leur offrir une publicité qui va leur donner un camping spot. Ou bien des fans qui veulent interagir par Internet et par email, leur envoyer automatiquement des emails avec des promotions pour qu'ils puissent joindre les prochains events à bon prix. Le Customer Journey de chaque fan est unique et utiliser une Data Warehouse vous permet de suivre de façon extrêmement granulaire chaque interaction que vous avez eue avec chaque fan dans le passé et d'en tirer parti afin de décider de la meilleure action à faire dans le futur pour contacter les fans et leur offrir la meilleure expérience possible. Merci pour votre écoute et à bientôt.